bienvenue sur la panafricaine Midi 1. Toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission, le débrief. Le gouvernement congolais ne compte pas renouveler le mandat de la force militaire d'Afrique de l'Est déployée à l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités de Kinshasa, qui parlent d'inefficacité, veulent un retrait au plus tard le 8 décembre prochain. Cette force est-africaine a été mise en place depuis près d'une année pour endiguer les violences menées par les milices du M23. De l'autre côté, les chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, se préparent pour le déploiement d'une force militaire régionale de l'Afrique australe. Quelle alternative à la force militaire de l'Afrique de l'Est? Quelle solution pour un retrait du M23 des zones occupées à l'est de la RDC? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler du Soudan, où des pourparlers ont repris à Jeddah en Arabie Saoudite entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide FSR. L'objectif est de sceller la paix et de rétablir la stabilité dans le pays. L'initiative est des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. L'ONU, pour sa part, s'est félicitée de cette reprise des pourparlers à Jeddah. Des conflits violents ont éclaté dans le pays depuis plusieurs mois entre les factions militaires rivales, ce qui a occasionné des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Quelle issue des pourparlers de Jeddah entre belligérants? Comment arriver à un retour de la paix et de la stabilité au Soudan? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Djibril Ning, vous êtes analyste politique, également membre de la société civile sénégalaise. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de revenir au débrief. Plaisir tout aussi partagé. En face de vous, M. Alassane Seck, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci également, M. Seck, d'être là avec nous. Merci Daouda, merci à Midi 1 TV. C'est vrai que c'est la peut-être 5e ou 6e fois que vous m'invitez. Je ne me lasserai jamais de venir dans votre studio parce que c'est justement une émission assez importante que les gens suivent à travers tout le pays, et c'est heureux que je sois là avec mon ami Djibril Ning. Et toujours un plaisir aussi de vous recevoir sur ce plateau, et je reste d'ailleurs avec vous. Quel bilan aujourd'hui tirez-vous de cette force, l'intervention ou bien le déploiement de cette force de l'Afrique de l'Est à l'est de la RDC? Quel bilan tirez-vous de cette force de l'Afrique de l'Est? C'est vrai qu'il faut constater avec regret que souvent c'est des forces qui n'ont pas les moindres politiques. L'Afrique de l'Est, on ne les connaissait pas. Des forces intermédiaires comme les Nations Unies ou des pays beaucoup plus aguerris, beaucoup plus outillés. Je pense que c'est vrai que les gens ont été déçus au niveau du Congo. Pensaient que ça allait se faire dans une période aussi courte, vous avez dit une année, donc je pense que ce n'était pas assez suffisant, sans compter que les moyens n'ont pas suivi, parce qu'il faut souvent que ces forces soient accompagnées par souvent les pays occidentaux, notamment les États-Unis et peut-être l'Union européenne. Ça ne s'est pas fait comme ils le pensaient, parce que c'est très compliqué au Congo. Donc c'est parce que c'est un combat assez long, très long et assez profond, parce que justement à côté il y a le Rwanda qui pousse derrière, le Rwanda qui n'est pas forcément l'ami donc de la RDC, et fait que comme on parle de 23 qui sont des Tutsis, donc minoritaires un peu donc au niveau du Congo, on peut imaginer que ce ne soit pas facile donc de trouver une solution rapide dans ce conflit-là. Et d'ailleurs, le président Tshisekedi, président de la RDC, a parlé d'inefficacité aujourd'hui de cette force est-africaine, puisqu'il a constaté en tout cas une certaine évolution des rebelles du M23 qui continuaient à prendre d'autres zones, alors qu'il devait plutôt libérer les zones qui avaient été conquises et reprises aux mains de ces forces armées congolaises. Absolument, c'est ça le problème, c'est ça la réalité. M. Tshisekedi, qui est à son premier mandat, n'a pas pris de l'expérience de ceux qui ont duré comme le président Kabila. Et on peut imaginer qu'il ne s'acceptera pas donc, dans une situation assez facile pour justement gérer dans la tranquillité son premier mandat et son pays, un pays qui est trop vaste par rapport à leurs moyens, et c'est ça la difficulté. Comment gérer cette période? On pense que le Congo fait
autour de comment je pense qu'ils ont 9 frontières avec les autres pays voisins, donc c'est une situation très difficile et je pense que c'est vrai qu'il ne peut pas avoir d'autre espoir que de changer peut-être le fusil d'épaule, pensant qu'aujourd'hui ces forces donc, de l'Afrique de l'Est n'ont pas les moyens de leur politique de faire face à ces difficultés qu'ils rencontrent tous les jours. Et donc, résultat des courses, il faudra chercher une alternative à ça. Peut-être les Nations Unies vont devenir la MONUSCO, ou peut-être d'autres forces extérieures qui pourront peut-être calmer le jeu. Mais les forces de l'Afrique australe sont également attendues aujourd'hui pour remplacer ces forces d'Afrique de l'Est. Oui, et M. Ningue, il y a M. Seck qui l'a dit tout à l'heure, il y a le président Félix Tshisekedi aujourd'hui qui veut un second mandat, qui est candidat en tout cas pour un second mandat à la tête de la RDC, des élections prévues pour décembre. Et ces forces est-africaines doivent aujourd'hui quitter le pays au plus tard le 8 décembre. À côté également, d'autres forces sont attendues, ainsi que les hostilités qui ont repris dans cette partie est avec le M23. Est-ce que cette situation également ne risque pas de se compliquer davantage, surtout avec la présidentielle prévue la même période en décembre prochain? Oui, effectivement. Merci Daouda. Effectivement, la situation pourrait se compliquer éventuellement en RDC si l'on sait que la MONUSCO est également en route, n'est-ce pas, pour, disons, se retirer progressivement. Il y avait en 2023 quelque chose en 2022 comme 20 000, un personnel de 20 000 hommes de tenue casque bleu et personnel, disons, d'appui. Au moment où, donc, la MONUSCO est en train de se retirer, si parallèlement, dans le même temps, la force d'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, se retire comme cela, cela pourrait créer un vide très dangereux, très grave, avec les bandes armées. Mais tous ces retraits aussi, Djibril Ning, sont des exigences également des autorités de Kinshasa. Ce sont les autorités congolaises qui demandent le retrait de la MONUSCO et le retrait également de la force est-africaine. Tout à fait, je le sais. Alors, je veux simplement dire que pour, par exemple, la MONUSCO, dans un premier temps, c'était la MONUC en 1999. Et la MONUC était venue en RDC pour surveiller les accords de Lusaka. Parce qu'il y avait la guerre, et il y avait 5 pays limitrophes, dont le Rwanda, qui était engagé dans cette guerre, l'Ouganda, le Burundi, etc., qui étaient entrés dans cette guerre-là. Alors, au terme de l'accord de Lusaka, il devait y avoir un désengagement de tous ces pays, n'est-ce pas, et une pacification de la situation au niveau. Donc la MONUC, je crois, c'est la résolution 1972 du 30 novembre 1999 est venue. Progressivement, les missions de la MONUC est devenue MONUSCO, n'est-ce pas? Parce que justement, on reprochait, comme on est en train de reprocher à la force est-africaine, on reprochait à la MONUC de sa tiédeur, de ne pas être offensif, etc. Et les Nations Unies ont été bien inspirées d'inclure, de compléter les missions qui avaient été données à la MONUC en incluant une mission humanitaire, une mission de protection des civils, une mission d'appui des autorités, une mission d'accompagnement des institutions, pour la consolidation des institutions, de l'état de droit, etc. Toutes ces missions ont été ajoutées et depuis lors, n'est-ce pas, je pense que les autorités ont trouvé que, en fait, la MONUSCO a donné plus ou moins satisfaction. Alors, il faut dire qu'il y a une stratégie de retrait de la MONUSCO qui est articulée à 3 facteurs. Au facteur humanitaire, au facteur de développement et au facteur de la paix. Autrement dit, on ne peut pas être dans un pays durant 20 ans et se retirer comme ça et partir. Il faut le faire de manière à sauvegarder ces 3 éléments-là. La paix, le développement et la consolidation de la situation humanitaire. Et il y a un certain nombre d'indicateurs qui doivent être évalués périodiquement pour voir si effectivement ces
le retrait s'accompagne bien de ces facteurs-là. Voyez. Par conséquent, ceci a été arrêté en rapport avec les autorités et les Nations Unies. Donc, je pense que si tout se fait bien, n'est-ce pas, la MONUSCO pourra se retirer sans qu'il y ait ce vide que l'on craint, sans que les populations civiles, n'est-ce pas, soient exposées. Certainement, l'armée va être préparée et appuyée, n'est-ce pas, progressivement. Ils vont peut-être mettre en place un certain nombre de mécanismes pour suppléer justement à ce retrait de... Et d'ailleurs, même les autorités congolaises, pour éviter ce vide militaire dans cette partie du pays, ils comptent d'ailleurs fortement sur cette force de l'Afrique australe, son intervention ou bien son déploiement en tout cas, d'ici à décembre au plus tard, avant le retrait des forces, de cette force de l'Afrique de l'Est, qui doit se retirer au plus tard le 8 décembre. Et s'agissant de la MONUSCO, elle a d'ailleurs été la mission des Nations Unies la plus longue et la plus coûteuse aujourd'hui et qui se retire présentement du Congo. Et cette force est-africaine, M. Seck, a été constituée peu après l'adhésion aujourd'hui de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le Congo est un vaste pays aujourd'hui qui a des frontières avec différentes zones communautaires, que ce soit le centre, l'Est ou bien même l'Afrique australe. Et aux côtés de l'ONU, elle avait pour mandat de superviser le retrait des groupes armés des zones reconquises et de faciliter le retour en toute sécurité des personnes déplacées à l'intérieur du pays, dans leur foyer, et pour renforcer aussi la protection des civils. Selon vous, ces objectifs ont-ils été atteints? Certainement pas, malheureusement. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma première intervention, c'est de constater que nos pays africains n'ont pas les moyens de leur politique. Le pays est tellement vaste, c'est l'un des pays les plus, au niveau des populations, la démographie et à la limite galopante, ils sont autour de 70 millions d'habitants, je pense pas loin de ça. Donc c'est un pays vaste qui a des populations assez nombreuses, très jeunes, et qui font qu'aujourd'hui, la difficulté majeure, c'est de faire face à toutes ces difficultés, la pauvreté, cette sécurité qui n'existe pas, et ensuite, comme il a bien dit, le développement qui est le maître mot dans tous nos pays africains, il faut le constater, il faut donc regretter que cette situation perdure, et avec donc un nouveau régime, c'est le régime de Tshisekedi. Donc je pense que c'est tout un défi donc, sur lequel il faudra faire face. Et donc je pense qu'aujourd'hui le Congo a des difficultés énormes. Hier j'ai appris que les nouveaux opposants que sont Katumbi et comment ça s'appelle Fayoulou ont été acceptés par donc, le Conseil constitutionnel. Donc on va vers le mois de décembre donc, dans des joutes électorales très très immenses et intenses, et inclusif également. Heureusement, donc ce sera tant mieux pour les candidats déclarés. Mais je pense qu'aujourd'hui, les défis ne sont pas encore gagnés. Je pense que pour l'instant, c'est la difficulté majeure au niveau du Congo RDC. Et aujourd'hui, après 6 mois de trêve, M. Ning, après 6 mois de trêve entre le M23 et les forces armées congolaises, les tensions ont repris en octobre dernier entre des groupes pro-aujourd'hui forces armées congolaises, des groupes armés qui soutiennent les forces armées congolaises dans cette partie-là pour faire face au M23. Et cela a débuté, les combats ont repris depuis le mois d'octobre, je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette fragilité dans le cessez-le-feu entre le M23 et les forces armées congolaises? Oui, ce qui justifie cette fragilité, c'est sans doute cette situation. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a que d'abord, comme on disait tout à l'heure, la force est-africaine revendique une certaine neutralité, n'est-ce pas? Même le sommet de Burundi, des chefs d'État, ils sont revenus sur ça pour dire que cette force est là-bas en tant que force neutre, n'est-ce pas? Pour peut-être d'une certaine manière protéger les populations, les infrastructures, etc., des choses de ce genre, veiller au respect des droits de l'homme, d'un certain nombre de choses, mais pas pour faire la guerre en place et lieu de l'armée congolaise. Alors que jusque-là, le président Tshisekedi, lui, veut toujours d'une force beaucoup plus offensive. Même de la force de l'Afrique australe, c'est ce qu'il attend, une force beaucoup plus offensive. Oui, mais le problème, c'est que c'est nos forces armées, justement, qui doivent être prêtes à faire face.
Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est l'Union africaine qui doit arriver à cette fameuse force en attente, n'est-ce pas, qui pourrait intervenir dans ce genre de situation, n'est-ce pas, pour, disons, qui puisse même être une force dissuasive, justement. Parce que s'il n'y a pas de force dissuasive en Afrique, et s'il n'y a que les casques bleus ou les forces justement qui sont dans une certaine neutralité, ça induit une certaine fragilité. Et la multiplicité des groupes armés, ça induit une certaine fragilité de la situation. C'est-à-dire que même lorsqu'il y a donc une accalmie, les choses peuvent reprendre d'un moment à l'autre, n'est-ce pas, à la faveur de tel ou tel incident. Et par rapport à cette reprise, chacune des deux parties accuse l'autre. Le gouvernement congolais accuse le M23 d'avoir violé le cessez-le-feu. Le M23, en retour, également accuse le gouvernement congolais d'être à l'origine de cette violation. Aujourd'hui, quelles conséquences de ces violences entre ces groupes armés, à savoir les groupes armés pro-gouvernement ou bien pro-forces armées congolaises et le M23? Quelles conséquences surtout sur les populations du Nord Kivu et de l'Ituri, qui sont ces zones les plus impactées aujourd'hui par ces conflits? Malheureusement, Daoud, c'est la perduration de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, de l'instabilité chronique, endémique que nous constatons dans ces pays africains. Le Congo, pour en parler, on avait dit que c'était un scandale écologique sur le plan des richesses. Le Congo, c'est le cobalt, le Congo, c'est les richesses les plus importantes du monde sont au Congo. Malheureusement. Et c'est surtout dans cette partie-là, l'est du Congo. Dans cette zone, justement, moi j'ai des amis, le président de la CENI, c'est un ami à moi. Quand on vous parle du Congo, vous êtes à la limite, vous avez les larmes aux yeux. Parce que c'est des paradoxes du monde. Que le Congo soit aussi riche en toutes les matières imaginables, ensuite très pauvre au niveau des populations. Parce que justement, la denrée première, c'est la paix. La paix doit être donc la première denrée qui permettra demain au pays de se développer. Malheureusement, on constate avec effroi que le pays recule de plus en plus. Malgré le changement de régime depuis Mobutu, avant Mobutu, tout ça fait que, comme vous l'avez bien dit, la conséquence, c'est l'enlisement du pays dans la pauvreté, extrême pauvreté. Et ce que nous voyons tous les jours, les déplacements internes au niveau des populations qui vont dans les pays limitrophes, le Rwanda qui ne facilite pas la chose, parce que justement, il y a des antagonismes très forts entre justement les Tutsis et derrière les Hutus qui étaient peut-être quelque part aussi bien au Rwanda qu'au Burundi, qui sont venus donc se greffer au Congo. Donc c'est des foyers de tension qu'on peut considérer permanents en Afrique. Et le résultat des courses, c'est la pauvreté. On tourne en rond. C'est comme on dit que les chiens qui se mordent la queue, on tourne en rond pour constater que ça n'avance pas du tout, malheureusement. Et ce sont ces populations, comme vous l'avez rappelé, qui en subissent les conséquences. Surtout. Et M. Ning, le mouvement du 23 mars, communément appelé M23, est le produit de rébellions passées, proches de Kigali et de Kampala, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, qui opéraient depuis la fin des années 90 dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, ils disent agir militairement, en tout cas pour la défense des Tutsis au Congo, encore appelés des Congolais rwandophiles. Ces Tutsis au Congo qui vivent à l'est du pays sont également appelés des Congolais rwandophiles. Qu'est-ce qui justifie selon vous cette résurgence du M23 aujourd'hui et l'évolution, le fait qu'il gagne davantage des territoires dans cette partie du pays? Je rappelle qu'à une certaine époque, aujourd'hui, le mouvement du M23 avait été défait et ce mouvement était resté en tout cas pendant 10 ans en silence, et à un bon moment, il y a eu résurgence et maintenant cette reprise des zones à l'est du pays. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est lié à la fragilité de la situation. Mais sur le plan stratégique, ce que je disais tout à l'heure, je disais que l'UA doit mettre en place une force en attente, une force d'intervention rapide, n'est-ce pas, pour faire une réglementation très claire, un cadre légal très clair qui définit les modalités d'intervention, les situations dans lesquelles il faut intervenir, dans quel sens il faut le faire, etc. Mais on sait que l'UA a des problèmes de financement. Surtout. Justement. C'est pourquoi, vous l'avez dit, les Nations Unies aussi sont aujourd'hui dans une mission qu'ils ont évaluée comme étant la mission la plus coûteuse Congo. Mais ils ont ajouté qu'en mettant ensemble la MONUSCO, la MISMA, la mission qu'ils ont développée en Centrafrique, en Ouganda,
ils ne sont pas loin de 4,5 millions de dollars, équivalent à 75% du budget des Nations Unies. Ils ont dit donc que le départ aujourd'hui du Congo est un tournant dans même le paradigme d'intervention des Nations Unies. Ils devront, et ils l'ont induit en disant qu'ils vont certainement aller dans le sens, n'est-ce pas, de faire des missions plus légères, moins coûteuses, et de mettre en avant les organismes régionaux et sous-régionaux. S'ils le font, justement, s'ils vont dans ce sens-là, et si l'UA développe, n'est-ce pas, ce qu'il a toujours voulu développer, cette forme d'intervention rapide, au lieu de venir directement, les Nations Unies pourront prendre une partie de leurs moyens et les transférer à l'UA et appeler la communauté internationale, cette fois-ci, au lieu de faire une cagnotte, mais pour que la communauté internationale appuie directement les organismes régionaux et sous-régionaux. Je pense que ça va permettre de faire face, d'avoir des forces dissuasives, justement. Et cela va davantage renforcer même l'Union africaine, l'instance continentale qui est l'Union africaine. Et selon plusieurs rapports de l'ONU, aujourd'hui, les actes de violence ou bien même de haine à l'encontre de ces populations Tutsis de l'Est de la RDC ont conduit également en partie à la résurgence aujourd'hui du M23. Est-ce que donc cela ne témoigne pas en partie aussi d'un échec de la politique congolaise de décentralisation ou bien même de la gouvernance décentralisée des autorités congolaises, surtout dans cette partie du pays? C'est vrai que c'est très difficile. Hein. Je pense qu'à leur, faveur, je dis qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Pendant 18 ans, il y avait le jeune Kabila qui a dirigé le pays après donc, la guerre avec le départ de Mobutu. Donc le jeune Tshisekedi Félix, qui remplace donc Kabila, n'a pas eu le temps. Il n'a fait que 5 ans, 2018-2023. Il va changer, à la limite, les élections auront lieu au mois de décembre prochain. Donc je pense qu'ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu des périodes d'accalmie qui leur ont permis de mettre en place des politiques sociales, des politiques qui permettraient peut-être une pause et peut-être un regain de développement pour le compte des populations. Donc la difficulté au niveau africain, c'est cette période assez courte qui ne permet pas à un régime donné, pendant cette petite période de faire grand-chose. Il y a tellement de choses à faire au niveau donc, aussi bien du Congo que dans d'autres pays africains. Je pense au Tchad, je pense à la Libye, tous ces pays qui sont déjà... Je pense au Soudan, on en reviendra tout à l'heure. Ces pays qui sont vastes d'abord, qui n'ont pas les moyens de leur politique, qui n'ont pas de régime assez expérimenté pour faire face. Et tout ça conduit à cette situation instable que nous constatons aujourd'hui, Daouda. Malheureusement, en Afrique, c'est l'éternel recommencement. Parce qu'on pense que c'est fini demain. Il y a d'autres zones de tension qui sortent de terre. On a pensé au Tchad. Avec le départ du président, il n'y a pas de situation très stable, et ainsi de suite. Si demain il y a un coup d'État, comme c'est le cas aujourd'hui, je pense un peu à l'Afrique de l'Ouest, vous voyez le Niger, le Mali, le Burkina, la Guinée. Et aujourd'hui, le départ de la MONUSCO, nous l'avons rappelé tout au long de cette première partie, le départ de la MONUSCO demandé par les autorités congolaises, ensuite le départ de la force est-africaine, les forces de l'Afrique, la force régionale de l'Afrique australe, attendue également pour venir remplacer ces forces, au plus tard en tout cas au mois de décembre, pour éviter ce vide sur le terrain. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait s'attendre à un mandat beaucoup plus offensif de cette force de l'Afrique australe, puisque aussi c'est le souhait du président Félix Tshisekedi? Mais je pense que ça dépendra. Ça, c'est des volontés politiques des chefs d'État qui ont en charge la gestion de ces forces-là. C'est des options politiques, mais encadrées par rapport à ce qu'on appelle une volonté politique d'être efficace. Et ce n'est pas le plus facile. Comme vous l'avez bien dit, au niveau de l'Union africaine, il y a un problème important de moyens qu'on constate. Ça, c'est un peu le point faible en Afrique. C'est le cas au Sénégal, je dis le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO avec l'ECOMOG, qui est mort de sa belle mort, parce qu'il n'y avait pas de revenus
suffisant pour prendre en charge toutes les contraintes donc, liées à l'existence de cette force. Donc si demain les forces australes, quelle que soit par ailleurs leur volonté, si les moyens ne suivent pas derrière, je pense que c'est voué à l'échec. Ce sera compliqué pour eux de réussir cette mission. Absolument. Et Djibril, j'ai envie de vous poser cette question avant que l'on termine avec cette première partie. Comment réussir aujourd'hui la réforme de l'armée congolaise? Puisque au cours de vos interventions, vous avez rappelé aussi que c'est la mission première de l'armée congolaise aujourd'hui de défendre le territoire congolais, surtout cette partie Est. Comment réussir cette réforme également de l'armée congolaise pour rendre plus efficaces les forces armées congolaises, pour mieux faire face à cette rébellion à l'Est du pays? Merci. Je pense que c'est effectivement une question vitale, une question importante, majeure, qui concerne le Congo, mais qui concerne aussi presque tous nos États, la plupart de nos États plutôt. Il faut d'abord, je pense, d'une manière générale d'ailleurs, dans le processus décisionnel, il faut que chaque fois, on privilégie les études. Il faut d'abord faire une étude, voir l'état des lieux. Quels sont les problèmes auxquels l'armée congolaise est confrontée? Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Etc. Et à partir de là, bâtir un plan, planifier la réforme de l'armée. Mais ça va demander, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, ça va demander beaucoup de moyens. Ça va demander beaucoup de moyens et un certain temps, au moins peut-être entre 3 ans et 5 ans. Entre 3 ans et 5 ans pour réformer l'armée congolaise. Également, beaucoup de moyens attendus. En seconde partie du débrief, il sera question de parler du Soudan et des pourparlers entamés à Djeddah. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief. Djibril Gningue, que pensez-vous de cette reprise des pourparlers entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide à Djeddah en Arabie Saoudite? Je pense que c'est une excellente chose parce que le Soudan, voilà un pays meurtri, vraiment, qui non seulement est dans la pauvreté, parce que le tiers de la population, plus du tiers d'ailleurs de 35%, vit au-dessous de la pauvreté. Aujourd'hui, en raison de la guerre, en 6 mois, la plupart des infrastructures sont détruites, n'est-ce pas? Il y a des risques d'épidémie, il y a un mouvement massif de déplacement à l'intérieur du pays. Déjà, on parle de 75 000, n'est-ce pas? Dans les pays frontaliers. Déjà, le Tchad avait pris 400 000, elle ne peut presque plus en prendre, mais les gens continuent d'affluer et d'y aller. Par conséquent, c'est une excellente chose. Mais il me semble que la première session, c'était des pourparlers pour obtenir un accord pour une pause humanitaire. Mais je pense qu'il faudra certainement, à l'occasion de ces pourparlers-là, aller au-delà même d'une pause humanitaire. Il faut une pause humanitaire pour faire face aux plus pressés, n'est-ce pas? Secourir vraiment les personnes âgées, les enfants, les femmes, etc., les personnes vulnérables, peut-être reconstituer certains stocks de vivres, n'est-ce pas? Du gaz, du pétrole, etc., pour faire revenir un peu la vie. Mais je pense qu'au-delà, il faudra aller voir les problèmes de fond, n'est-ce pas, pour trouver une paix définitive. Et c'est d'ailleurs l'objectif de ces pourparlers entamés à Djeddah. D'abord, observer cette pause humanitaire-là pour permettre d'amener de l'assistance et de l'aide humanitaire à ces populations qui en ont besoin. Mais à terme, en tout cas, arriver à une stabilité globale et arriver à un consensus entre les deux généraux, puisque le conflit qui se passe là-bas également est aussi appelé la guerre des généraux, puisqu'il s'agit du général des forces armées et du général des forces rapides, le général Daglo, leurs deux forces sont en train, en tout cas, de s'entretuer, ce qui conduit à cette situation dans le pays. Et les médiateurs saoudiens et américains avaient ajourné en juin 2023 ces négociations qui avaient été entamées à Djeddah, après les cessez-le-feu qui ont été systématiquement violés par les parties en conflit. Pensez-vous aujourd'hui que les actuels pourparlers puissent faire la différence et aboutir à ce cessez-le-feu aujourd'hui, à ce cessez-le-feu déjà qu'il soit respecté, ensuite réussir également à cette pause, réussir à instaurer cette pause humanitaire-là? Il faut d'abord croiser les doigts, parce que ça, c'est ça, à la limite, question de
chance. Moi, je dis que, parce que souvent, au niveau des guerres, malheureusement, c'est des égos surdimensionnés qui fragilisent tout le reste. Si on pense à l'historique de cette guerre, entre le général de l'armée classique et les forces rapides, donc qui était après le départ du président, Omar el-Béchir. El-Béchir, c'était deux alliés, deux complices, deux coquins, comme on dit, qui étaient ensemble. Donc, si quelques années après, c'est en 2023, au mois d'avril, qu'ils se mettent en chaîne de faïence, qu'ils s'entretuent, parce qu'on parle de 5 millions de déplacés, de 7500 morts dans la seule ville de Khartoum et à côté. Donc, c'est pour constater avec regret qu'en Afrique, on marche à la limite à reculons. Donc on pensait que le départ de Bachir allait peut-être faciliter les choses. Malheureusement, on peut le constater. C'est le cas de beaucoup de pays du Maghreb, comme la Tunisie, même l'Égypte. Mais est-ce que également l'opération ou le processus de DDR n'a pas échoué au Soudan? Si l'on sait que les FSR aujourd'hui, qui sont en guerre contre les forces armées, étaient les anciens rebelles qui ont été intégrés dans l'armée. Est-ce que le processus de DDR, démobilisation, désarmement, réintégration n'a pas échoué également au Soudan? Souvent c'est le cas, Daoud. Et malheureusement, comme tu l'as bien dit, c'était des amis. Mais certainement que ça n'a pas pu, donc la greffe n'a pas pris pour qu'il y ait intégration des forces rapides à l'armée classique. D'ailleurs, les deux généraux ont ensemble mené le putsch contre le président Omar el-Béchir en 2021. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en 2019 ou 2021 2019, je pense. Oui, contre le président Omar el-Béchir. C'est ça. Donc je disais que c'est ça qui est paradoxal. Ils ont été des amis pendant longtemps, ils ont ensemble gagné contre el-Béchir, qui est resté pendant presque 30 ans. Donc, au Soudan, il y avait avant cette histoire de el-Béchir, cette guerre contre les Janjawites qu'on a pu constater en 2010 à l'époque, les Noirs qui étaient considérés comme des bannis, parce que Noirs, qui n'étaient pas islamisés. Donc ça, on l'a vécu. Après le départ d'el-Béchir, les gens imaginaient que c'était la paix des braves. Malheureusement, vous avez pu le constater. Depuis 5 mois, c'est la guerre, malheureusement une guerre civile qui tue des milliers, pour l'instant c'est 7 000, 8 000 personnes tuées, constatées, des déplacés internes autour de 5 millions. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, on peut imaginer qu'en Arabie Saoudite, à Jeddah, cette fois-ci, ce sera la bonne. Mais ce n'est pas évident. Ça dépendra des caprices ou des humeurs des uns et des autres pour calmer le jeu, et ce n'est pas le plus facile. Des égos des uns et des autres, pour reprendre votre expression. Et vous avez rappelé aujourd'hui autant de déplacés, autant de morts à cause de cette guerre ou bien de ces conflits qui se mènent présentement au Soudan. Alors. D'ailleurs, le procureur de la Cour pénale internationale avait annoncé en juillet dernier, dans un rapport du Conseil de sécurité de l'ONU, l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre au Soudan. Cela fait suite à la découverte d'une fosse commune contenant 87 morts au Darfour. Pourrait-on s'attendre aujourd'hui à la tenue d'un procès à la CPI sur les morts issus aujourd'hui de cette guerre qui a eu au Soudan entre les deux généraux, à savoir le général Al-Bourhan et le général Daglo? Oui, effectivement, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, parce que ça a un rôle pédagogique et dissuasif, justement. Je pense que pour obtenir la sécurité dans le monde et dans nos pays, il faut faire fonctionner la justice internationale pour que les gens ne se croient pas tout permis pour éliminer des vies humaines et de façon massive comme c'est en train de se passer. Mais il faudra bien choisir le moment de le faire, parce qu'on ne peut pas en même temps chercher la paix et la stabilité et ouvrir un procès comme ça. Ça risque d'être contre-productif, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'il faudra simplement, c'est bien de le faire, mais il faudra choisir le moment de le faire. Alors, il faut dire que cette découverte des fosses, je disais tout à l'heure que le Soudan est un pays meurtri. En 60, déjà en 1956, quand il y a eu l'indépendance, n'est-ce pas? Khartoum est revenu sur la promesse d'un État fédéral, n'est-ce pas? Et ça a tout de suite occasionné une mutinerie des officiers
dans le sud. Et ça fait partir une guerre pour 17 ans. 17 ans de guerre. Ce n'est qu'en 1972, je crois. Et ensuite, après, c'est la série des coups d'État. En 71, 69, c'était un coup d'État. En 71, pour parler de El-Bachir, il était il me semble, dans le groupe des officiers, justement, qui avait opéré le coup d'État. Le coup d'État. Et c'est, disons, à cette occasion-là, le coup d'État a été soutenu par le Parti communiste soudanais, dirigé par le secrétaire général Marjoub, qui était un écrivain. Et Marjoub a été à la faveur des forces révolutionnaires, qui étaient contre donc, les gens qui avaient fait le coup d'État. Marjoub a été pendu. Le secrétaire général de la centrale syndicale, Cheikh Chafi, je crois, a été pendu. Et il y a eu des centaines de syndicalistes qui ont été tués, exterminés simplement. Voyez. Et vraiment, de façon extrajudiciaire, sans même passer par un tribunal, par un jugement, etc. Et d'ailleurs, même présentement, la situation actuelle commence à prendre une dimension ethnique. La guerre entre les deux généraux commence à prendre une dimension ethnique également au Darfour. Voilà, et comme vous le dites, ces deux généraux, ils ont fait ensemble un coup d'État. Ah oui. Alors, c'est peut-être au moment, comme on dit, du partage du butin, oui, qu'ils ont commencé à se cogner, oui, n'est-ce pas? Parce qu'Al-Bourhan, semble-t-il, a refusé l'intégration des FSR dans l'armée. Et voilà, les choses sont parties, etc. Donc, ils font de nos pays, de nos États, comme un terrain de jeu, comme un jouet. De la vie des populations comme des jouets. Et ça, c'est extrêmement grave. Et c'est pourquoi, justement, la CPI doit être actionnée et doit entrer effectivement en jeu dans ce processus-là. Maintenant viendra le moment pour un procès à la CPI. Voilà. Et par rapport aujourd'hui à la situation humanitaire, M. Seck, vous êtes un défenseur des droits humains, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, près de 2 500 000 de déplacés internes et 5 millions déjà de déplacés internes, plus de 740 000 personnes déplacées vers les pays voisins. Aujourd'hui, quelles conséquences humanitaires de cette guerre entre le général Al-Bourhan et le général Daglo? Quelles conséquences humanitaires, surtout sur ces populations civiles? Mais c'est un désastre, c'est une catastrophe. On peut le constater, on peut le regretter une fois encore, comme il l'a bien dit, les turpitudes des hommes ont conduit à cette situation que nous regrettons. Parce que justement, si vous demandez qu'est-ce qui se passe, ils ne pourront même peut-être pas t'expliquer de façon claire. Le général, qui est donc responsable donc, de l'armée, refuse l'intégration des autres qui étaient ses complices. Et donc c'est ça l'objet, c'est ça l'origine de la guerre. C'est un scandale. Un problème de confiance entre les deux. Alors, il y a 7500 tués, 5 millions de personnes déplacées. Mais la conséquence, c'est un pays qui est totalement à terre, dévasté, à terre. Comme on peut le constater, on a vu en Palestine, Gaza, c'était même innommable qu'on puisse constater ça. Comme vous l'avez bien dit, Djibril, ce sera peut-être l'occasion, encore une fois pour la CPI, de rappeler les gens à l'ordre. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas justifier. Qu'on puisse tuer 7 000 personnes, des milliers de personnes en 6 mois. En 6 mois, avril. Avril, ça fait même moins de 6 mois, oui, on est au mois d'octobre, novembre. Donc en 6 mois, 7 500 personnes, vous faites le calcul. Et donc pour nous, il faut qu'une force supérieure. Les Nations Unies n'ont pas les moyens, la preuve, on a vu, on a demandé avant-hier à Guterres de partir. L'Israël a demandé à Guterres de partir parce qu'ils ont dit que Guterres, ils ont failli à leur mission. Donc, pour dire que les Nations Unies ne sont plus que... d'appui à la transition. À la transition. Donc, bon... Absolument. C'est pas une force de... Voilà. Donc, il n'y a pas les moyens au niveau mondial, au niveau universitaire, il n'y a pas de moyens pour prendre en charge les difficultés, les conflits que nous vivons dans le monde actuel. Parce que le Soudan, sinon, ça n'aurait pas duré 6 mois. 7 000 morts, 5 millions de déplacés. Demander aux autres pays africains. J'ai vu avant-hier que la MINUSMA, hier, a quitté le Mali.
Et déjà, le Mali a été repris par les camps des rebelles. Donc, les rebelles Touaregs revendiquent en tout cas la reprise du camp de Kidal qui est occupé par la MINUSMA. Et aujourd'hui, selon Martin Griffiths, responsable de l'ONU pour les affaires humanitaires, ils ne peuvent pas reconstituer les stocks en nourriture, d'eau, les stocks de nourriture, d'eau et de médicaments au Soudan si les pillages aujourd'hui de ces stocks se poursuivent, parce que les violences également engendrent des pillages des stocks des Nations Unies. Dans ces conditions, selon vous, Djibril, comment arriver alors à aménager un espace sécurisé ou bien un passage sécurisé de l'aide humanitaire au Soudan? Même dans une guerre, il y a le droit humanitaire international qu'il faut respecter. On ne peut pas s'attaquer à des hôpitaux, ce qui est en train de se passer à Gaza. Tu as nommé Gaza. C'est innommable, mais c'est inacceptable. On ne peut pas tuer des enfants, des femmes, comme ça, tirer sur les civils, dans les maisons. Au Soudan aussi, les hôpitaux ont été bombardés. Voilà, ont été bombardés. Inacceptable. Alors, je pense que donc, à Doha, lors des discussions, il faudra d'abord que les gens se rendent à l'évidence que les deux parties acceptent l'application du droit humanitaire international. Et dans ce droit humanitaire international, justement, il y a tout. Il y a les mécanismes, il y a l'aménagement de couloirs, justement, d'endroits pour stocker des points, n'est-ce pas, pour stocker les vivres, etc., les éléments dont les populations ont besoin, dont le pays a besoin pour fonctionner. Voyez. Et une fois qu'ils seront d'accord sur ça, je pense qu'il faudra leur proposer un schéma qu'ils pourront accepter en principe. Mais c'est d'abord sur le principe même du droit humanitaire international qu'il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Et l'Union africaine également intervient en tant que facilitateur dans ce conflit à travers l'IGAD aux côtés des États-Unis aujourd'hui et de l'Arabie Saoudite. Quel regard portez-vous ou bien quelle analyse faites-vous aujourd'hui de cette intervention de l'Union africaine dans ce conflit au Soudan en tant que facilitateur? Moi, je pense que l'Union africaine n'a pas les moyens de sa politique. D'abord, moi, le président de l'Union africaine, je pense que c'est le Comorien. Donc, ils n'ont pas forcément l'expérience, le bagou et peut-être même la carrure pour donc, ce genre de conflit. C'est très sérieux. Il faudra forcément une forte personnalité. Et il faut surtout avoir les moyens d'accompagner. Parce que devant les États-Unis ou devant l'Arabie Saoudite, on est à la limite des poussées. Les petits poussés par rapport à donc pour cette position, parce que cette position il faut l'assumer, il faut l'affirmer par des moyens, les moyens logistiques, il faut donc pour justifier sa légitimité. Et c'est pas le plus facile pour l'instant. Donc la difficulté au niveau de l'Union africaine, c'est cette faiblesse au niveau aussi bien des ressources humaines que des ressources financières pour faire face à ce genre d'opération, parce qu'il faudra justifier sa présence. Il faut légitimer sa présence. Et souvent, c'est la difficulté en Afrique. On tourne toujours en rond au niveau donc, des moyens à mettre en œuvre pour donc s'affirmer. Et malheureusement, ça perdure. Et pour l'instant, il n'y a pas de solution. Et les pays délégués par l'Union africaine à travers l'IGAD aujourd'hui sont Djibouti, le Kenya, le Sud-Soudan et l'Éthiopie également. Mais il y a un pays qui pose problème à l'un des belligérants. Il s'agit du Kenya, puisque aujourd'hui le général Al-Burhan accuse aujourd'hui le Kenya d'être beaucoup plus proche du FSR, c'est-à-dire du général Daglo. Est-ce que cela ne risque pas de compliquer un peu les négociations également? Forcément, parce qu'il y a déjà la méfiance, il y a forcément de la défiance qui font qu'aujourd'hui les gens vont se méfier. Ce sera la suspicion qui va s'installer. D'ailleurs, des pays comme l'Éthiopie, le pays presque qui était actuellement en guerre pratiquement civile. Vous me parlez de petits pays, c'est des pays qui n'ont pas les moyens de leur politique. Donc si ces pays entrent donc dans le jeu... Et même le Sud-Soudan fait partie des facilitateurs de l'Union africaine. Le Sud-Soudan qui est un pays qui émane également du Soudan. Et puis il n'y a pas longtemps. Donc tout ça pour vous montrer que, pour moi, c'est des solutions de raccro qu'on opère, mais qui ne sont pas efficaces. Parce que les acteurs qui sont donc mis dans le jeu ne font pas l'affaire par rapport à leur capacité de mobilisation, d'affirmation. Et donc, pour l'instant, je pense que ce n'est pas forcément voué à une réussite totale, à mon avis. Par rapport à ces différents acteurs, à savoir les facilitateurs de l'Union africaine, également les initiateurs de ces pourparlers-là, les États-Unis et également l'Arabie Saoudite, comment aujourd'hui réussir ces pourparlers, Djibril, selon vous? Puisqu'il y a des questions de méfiance d'une part, de confiance de l'autre, et j'en passe. Comment réussir aujourd'hui à amener toutes les parties concernées aujourd'hui à arriver à cette confiance-là pour d'abord aménager ces couloirs selon le droit humanitaire international et arriver aussi à un retour de la paix et de la stabilité dans le pays?
Oui, je pense qu'il faudra s'entendre sur une feuille de route, n'est-ce pas, sur un agenda durant ces discussions-là. Et sur le plan international, il n'y a pas de secret. Il y a la manière de mettre en place cet agenda-là, c'est que les facilitateurs doivent discuter séparément, faire des consultations avec les différents acteurs, n'est-ce pas? Aussi bien les facilitateurs, l'Arabie Saoudite et les États-Unis doivent être consultés parce qu'ils ont dû suivre, n'est-ce pas, la situation, l'évolution de la situation. Ils ont dû être au courant des problèmes qui se posent, etc. Ce que chaque partie reproche à la partie adverse. Il faudra consulter les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire Al-Bourhan, n'est-ce pas, son équipe, et l'équipe aussi de Daglo. Sur cette base-là, il sera possible de dresser un agenda, de recenser les problèmes à discuter et de bâtir une stratégie maintenant, n'est-ce pas, de négociation pour arriver à s'entendre. C'est-à-dire que dans cette stratégie de négociation, les objectifs devront être très clairs, très précis, les objectifs qu'il faudra atteindre. Hein? Et il me semble que dans ces objectifs-là, l'objectif d'une pause humanitaire doit être au premier rang. L'objectif d'une paix, d'un maintien de la paix, n'est-ce pas, doit être parmi ces objectifs-là. Et là, les Nations Unies devront quitter le statut certainement d'une mission d'assistance à la transition pour certainement envoyer carrément une mission de maintien de la paix. Mission de maintien de la paix avec des comment on le dit, avec des missions assez robustes, n'est-ce pas? L'objectif également maintenant d'une paix durable et d'une stabilité du Soudan. Ce troisième objectif devra figurer également. Une fois qu'on aura mis ces trois objectifs, n'est-ce pas, il faudra s'y mettre, n'est-ce pas, pour voir comment entamer les discussions pour s'entendre, n'est-ce pas, pour arriver à des accords acceptables par toutes les parties. Et c'est que l'essentiel des affrontements au Soudan se déroule dans la capitale et au Darfour, à l'ouest du pays, où vit un quart des 48 millions de Soudanais, où les combats également ont pris une dimension ethnique, je le rappelais au début, selon l'Organisation des Nations Unies. L'accès y est difficile également pour parvenir l'aide et l'assistance humanitaire, on le disait depuis tout à l'heure. Et selon vous, quelles sont les conséquences, surtout sur le plan des droits humains? Tout à l'heure, nous avons parlé des conséquences humanitaires, mais là, sur la question des droits humains, quelles sont les conséquences aujourd'hui de cette guerre ou bien de ces conflits entre les deux groupes armés? Ah oui, c'est une situation de constat d'une violation massive et donc limitée à la limite des droits humains dans ce genre de pays, dans ce genre de conflit où je pense que le respect des droits de l'homme, c'est à la limite la qualité la moins considérée dans ce genre de conflit. Depuis El-Bachir et même après, pendant la guerre avec le Sud-Soudan, on a constaté que dans ces pays, c'était la loi du plus fort. Après, avec maintenant l'intervention des Nations Unies, qui peut faire des forces d'interface, on peut donc constater un adoucissement donc, de cette violation forte. Donc le résultat, c'est violation massive des droits humains. Chacun fait ce qu'il veut faire. On l'a constaté. Déjà, je vous ai dit 7500 morts en 6 mois. Si vous faites le compte, 7000 divisé par 6, ça fait presque 1000 et quelques par mois. 1000 et quelques mois, donc plus de 30 par jour. Si vous faites le compte, c'est incroyable. Même dans les guerres, on a vu ce qui se passe en Ukraine. Certes, les populations sont plus importantes. Mais résultat, en tout cas, on peut le constater. Les droits humains sont au dernier plan par rapport à la mise en œuvre des activités des uns et des autres. Chacun veut gagner à tout prix et donc ils ne ménagent pas leur effort par rapport à ça. Ils ne se gênent pas, j'allais dire, pour faire ce qu'ils veulent faire. Et malheureusement, comme on a dit, si la CPI donc, entre en jeu demain pour faire miroiter des poursuites, parce qu'il y a comme vous l'avez dit, une force commune découverte avec 89 personnes. Ça, ce qu'on appelle, il y a 2 types ou 3 types de causes qui peuvent justifier ce qu'on appelle les poursuites du procureur. Il y a les crimes de guerre,
des crimes contre l'humanité et éventuellement d'autres... Les génocides également. Génocide, voilà. Donc on peut le qualifier de génocide. Ça dépendra donc du réquisitoire du procureur, qui est très bien calé. C'est un anglophone, c'est un Britannique d'origine pakistanaise qui est très puissant, que j'ai rencontré récemment à Paris. Mais c'est des gens qui ont des principes. C'est un musulman pratiquant, très lucide, et puis très calé, et qui sait ce qu'il fait. Donc on peut souhaiter qu'il soit très rigoureux par la suite, pour demain, qu'il y ait des poursuites, parce qu'on ne peut pas rester dans l'impunité, ce que je disais quelque part, on ne peut pas rester dans l'impunité dans ces pays-là, parce que justement, il y a tellement de choses à faire que, comme on l'a dit pour le Congo, on laisse faire et puis il n'y a pas de poursuite. Donc on peut souhaiter, on peut imaginer que l'impunité ne soit plus le maître mot dans ces pays-là. Et Djibril Gningue, quelle lecture faites-vous de l'implication ou du rôle joué par l'Union africaine, l'instance continentale, dans ce conflit au Soudan? L'Union africaine devrait, à mon avis, justement faire tout pour que dans ces consultations-là, justement, l'Union africaine peut jouer un rôle très important, à mon avis. Parce que l'Union africaine est censée être plus proche, en tant qu'Africain, des acteurs, Al-Bourhan et Daclo, n'est-ce pas? Donc, ils peuvent leur parler plus directement, ils peuvent les sensibiliser, n'est-ce pas, et les préparer à des négociations franches, sincères et crédibles, n'est-ce pas, pour que ce soit des négociations abouties. Je pense que ça ne demande pas de gros moyens, il suffit simplement que la commission chargée de la paix, justement, de la sécurité et autres au niveau de l'Union africaine, se prépare à ça et mette en place une batterie d'initiatives. Je pense que durant les négociations également, l'Union africaine devrait, n'est-ce pas, être dans les couloirs pour appuyer, n'est-ce pas, pour éviter qu'il y ait un échec. Appuyer de part et d'autre pour éviter un échec et également des blocages, puisque en principe l'Union africaine est beaucoup plus proche aujourd'hui des différentes parties prenantes à ce conflit. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Djibril Gningue, membre de la société civile sénégalaise, également analyste politique. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci. Et toujours un plaisir aussi de partager. Merci Daouda, ça a été un plaisir. Tout aussi partagé avec M. Alassane Seck également. Toujours un plaisir aussi d'être avec vous. Vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daoud, merci à Midi 1 TV, puis à bientôt certainement. À très bientôt. Merci aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.